Castle of Illusion, connu sous le nom de I Like Mickey Mouse, Fushigi no Oshiro Daibuken au Japon, est un jeu de plateforme si populaire dans nos contrées que l'on ne le présente plus. Véritable titre transgénérationnel, il a marqué la génération des années 90, mais peut-être aussi les suivantes, tant il peut facilement être utilisé pour initier les enfants aux jeux rétro, à l'image de votre serviteur avec sa fille. Développé par le studio Sega R&D 2, il est l'œuvre d'une femme, Emiko Yamamoto, game designeuse et productrice chez Disney. C'est à elle, accompagnée des meilleures équipes de Sega, que l'on doit la trilogie de I Love, composée de Castle of Illusion, Quackshot et World of Illusion. Castle of Illusion a été l'une des premières exclusivités sous licence Disney chez Sega, et il n'est donc pas surprenant qu'il ait été si fortement promu pour vendre la console en Occident, avant l'arrivée du Hérisson Bleu. C'est probablement à son succès commercial et critique que l'on doit tant de suites et spin-offs tirés de son univers. Ce jeu évoque, peut-être plus que tout autre, l'insouciance et les rêves de mon enfance, par son univers si particulier, teinté de mélancolie, mais aussi par un passage télé qui m'avait fortement marqué. Les images de son test dans MicroKids ne m'ont jamais quitté. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé l'extrait en question, mais seulement ce passage. Partez! Ils sont partis, le jeu c'est Mickey Castle of Illusion. Mickey est le grand héros de cette aventure, la terrible sorcière Misrabel, la chevaucheuse de balai, au nez que l'on dit crochu et à la laine fétide, a enlevé la délicieuse mine. Mickey devra retrouver les 7 diamants de l'arc-en-ciel pour conjurer le sort. Dans ce let's play nostalgique, nous évoquerons également l'excellente version Master System lors d'un versus. Alors, restez jusqu'au bout. Voilà le genre d'intro que nous ne sommes pas prêts de revoir dans les jeux vidéo. Moi je vous le dis, Minnie qui se fait kidnapper par une sorcière et Mickey qui part la délivrer. Aïe aïe aïe, ça passerait plus aujourd'hui. Enfin bref, savourez ces instants de poésie et de simplicité parce que tout ça, c'est fini. Et je vais vous dire, je trouve ça à la fois tellement simple et touchant en fait. J'adore. Allez, on démarre tout de suite l'aventure. Et après ce dialogue avec ce sorcier, on se retrouve dans ce fameux hall où, contrairement à la version de Master System, on ne peut pas choisir son niveau. Donc là, c'est linéaire. Et donc voilà, le premier niveau de Castle of Illusion, un niveau qui, je crois, a marqué les esprits de pas mal d'enfants à l'époque. Donc évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer les graphismes de ce titre, de première génération, ne l'oublions pas. Pensez donc qu'en novembre 1990, l'année de sa sortie, nous avions certes de très beaux hits, hein, je pense notamment à Golden Axe, Iswat, ou même Altered Beast, hein, quoi qu'on en pense, mais qui techniquement était bien en deçà de ce jeu, clairement. Voilà, Castle of Illusion a représenté un vrai gap graphique par rapport à ce qui était sorti avant. Alors un petit peu comme dans Quackshot, hein, qui est sorti plus tard, mais là de manière encore peut-être plus marquante. Alors les contrôles sont assez particuliers. Les sauts par exemple sont beaucoup plus amples que dans d'autres jeux de plateforme de l'époque. C'est vrai que Mickey saute à la fois haut et longtemps.
même si on peut faire des petits sauts. Alors attention, la séquence culte avec la pomme, hop. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à esquiver la pomme en tombant dans le trou là. Donc les commandes répondent parfaitement, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai que il y a un léger flottement, on va dire, dans les mouvements de Mickey, et il faut le savoir pour éviter de mauvaises surprises. Et comme vous le voyez, ça se joue extrêmement bien, c'est précis quand même, et c'est bien l'essentiel. Donc cette petite séquence de plateforme là dont je parlais dans l'introduction, qui m'avait marqué, vraiment j'avais trouvé ça magnifique. Voilà, intéressant aussi ces phases qui évoluent en termes d'atmosphère. Là tout de suite on passe à une ambiance plus sombre, avec une musique qui change. Ça aussi c'était vraiment nouveau à l'époque, hein, on n'avait pas l'habitude de ça. Une sorte, on peut dire, de progressivité dans la bande son. Voilà. Donc le jeu, d'un point de vue du game design, n'est pas extraordinaire, hein, c'est très classique, mais ça fait le taf. Franchement, ça n'a pas vieilli plus que ça. Et évidemment, tout cela est sublimé par une excellente bande son, peut-être meilleure et plus marquante que celle de Quackshot, qui est déjà pourtant très bonne. Les thèmes sont tout simplement inoubliables, hein, voilà, que dire d'autre. Donc là on va arriver à la séquence du boss, hop. Donc il n'est pas bien compliqué. C'est vrai que le jeu globalement est moins difficile, je trouve, que la version Master System que j'ai évoqué en introduction, hein. Donc le jeu sera adapté sur Master System et Game Gear par une autre équipe, tout aussi talentueuse, on peut le dire, car ouf, c'était juste. Pour l'avoir également possédé à l'époque, je peux vous dire qu'il m'avait fait une forte impression aussi. Versus. J'ai connu la version Master System de Castle of Illusion avant la version Mega Drive, peu de temps après m'être procuré la console. Et on peut dire que malgré leur nom commun, les deux jeux n'ont pas du tout le même feeling manette en main. Pour moi, ce Castle of Illusion version Master System est à la version Mega Drive ce que Sonic Master System est au Sonic Mega Drive. Moins pimpant certes, mais tout aussi solide, voire plus d'un point de vue du game design. De vitrine technologique, on passe à un jeu de plateforme action certes classique, mais plus pointilleux et moins linéaire. Cet épisode vous donnera du fil à retordre avec son level design vicieux et ses boss rotors. Alors même si ses graphismes et ses musiques sont bien sûr en deçà, 8 bits oblige, je le place au même niveau d'excellence que son homologue 16 bits, dans un style plus exigeant. Le boss, on n'en fait qu'une bouchée, de toute façon les patterns sont assez simples. Alors je dirais pas que c'est un jeu facile, mais c'est vrai que globalement, avec un peu de concentration, on y vient très rapidement à bout, hein. Même à l'époque, je me souviens pas avoir galéré avec ce jeu, hein. C'était... voilà, je l'ai pas fini du premier coup bien sûr, mais ça n'a pas été bien compliqué. Voilà.
Allez, deuxième niveau, le niveau des jouets, hein, si je me souviens bien. Et là, vous allez voir que le level design évolue un petit peu. Et on va voir une séquence assez bien pensée, je trouve. Voilà. Graphiquement, franchement, c'est toujours aussi beau, dans un style différent là, mais il y a vraiment un effort, hein, je me répéterai sûrement, mais un effort de variété. Chaque niveau a sa thématique, ses couleurs, son code couleur, son ambiance. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune répétition, et même en fait on se rend compte que dans chaque niveau, il y a souvent 2 voire 3 univers différents, ou ambiances différentes on va dire. Et justement Quackshot, alors il est difficile de ne pas l'évoquer parce que c'est également un jeu marquant de ma génération, hein, dans un genre à peu près identique, mais qui a un univers pour le coup totalement différent, hein, et avec une dimension aventure plus développée. Versus Indiana Jones versus les contes de Grimm, Donald versus Mickey, la chasse au trésor versus la quête initiatique. Difficile de choisir. Techniquement, je mettrais Quackshot légèrement au-dessus à cause de ses graphismes plus fins, de la variété exceptionnelle de ses environnements et de la taille des sprites. En revanche, en termes d'ambiance, j'ai un faible teinté de nostalgie pour Castle of Illusion. Niveau gameplay, le classicisme de l'un vaut bien la profondeur de l'autre. Et d'un point de vue du level design, j'ai aussi du mal à les départager. Toutefois, je dirais que la non-linéarité de Quackshot et sa longueur en fait peut-être une œuvre plus ambitieuse et consistante. Entre ces deux Madeleines de Proust, je ne voulais pas trancher, mais j'ai fini par le faire. Et voilà, donc on dégringole, regardez ça. Donc on se rend compte que finalement le début du niveau était en fait sa fin. C'est assez... Wow, c'est pas extraordinaire, mais j'ai trouvé ça quand même très bien pensé à l'époque. Et on va se rendre compte qu'il y a des... en fait, chaque niveau a son petit gimmick, a sa petite mécanique propre. Ce qui de ce point de vue-là, le rend très intéressant à jouer et peut-être aussi à rejouer, parce que c'est pas un jeu... c'est pas un jeu lassant sur le long terme, vraiment on y rejoue souvent. Et c'est de ce point de vue-là que je parlais de jeux transgénérationnels. Merde. C'est que en fait, typiquement, c'est le genre de jeu qui peut permettre à des parents d'initier leurs enfants aux jeux rétro, par sa difficulté bien dosée, par ses niveaux bien construits, sans pièges vicieux, hein, contrairement peut-être à la version Master System, qui paradoxalement quelque part, parce que la Master System c'était en tout cas à l'époque une console peut-être plus axée enfant encore, mais je peux vous dire que la version Master System était finalement plus difficile. Écoutez, on va s'arrêter là parce que j'aimerais avancer, parce que j'aimerais vous montrer le troisième niveau qui est probablement celui qui m'a le plus marqué à l'époque. Allez, on se retrouve tout de suite. Et je franchis la porte. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Mais quel impact émotionnel ça pouvait avoir à l'époque, je vous assure. Entre ces nuages, sur fond de crépuscule, qu'il y avait quelque chose d'inquiétant, et cette musique absolument... voilà, bon, j'ai pas les mots en tout cas, mais c'est vraiment un passage qui m'a marqué à l'époque, voilà. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, il fallait sauter au bon endroit
pour atteindre la sortie. Alors on va essayer là. Hop. Voilà, coup de peau. Ça a l'air d'être le bon. Alors c'est vraiment un coup de chance, hein. Je peux vous dire que j'y ai pas rejoué. Et voilà, donc on a accédé du coup à la fin. Bon, mes amis, on va s'arrêter là. Bon, j'ai peur de me répéter à chaque fois que je fais ces vidéos 30 ans après, mais voilà, Castle of Illusion, c'est tout à la fois mon enfance, des souvenirs, peut-être des moments d'insouciance que l'on ne connaîtra plus jamais. Et que, un petit peu à la manière d'un jeu flambeau, bah, je souhaite en tout cas un jour transmettre à ma fille. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée.